Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle saison de questions d'actu. Le concept a changé cette année. Votre émission hebdomadaire vous accompagnera tous les mercredis soirs en direct pendant 90 minutes. Nous évoquerons l'actualité phare de toute la semaine, qu'elle soit nationale ou internationale. Pour ce mercredi, c'est le grand retour des enfants à l'école. Parmi les nouveautés à retenir pour cette rentrée scolaire, l'introduction de l'anglais en 3e année primaire, le retour au système d'enseignement habituel et l'introduction des tablettes dans plus de 1600 établissements. Samedi dernier, c'était la rentrée universitaire. Beaucoup de changements en perspective pour assurer une meilleure qualité de formation, un diplôme reconnu pour assurer l'employabilité de nos jeunes étudiants. De nouvelles infrastructures viennent également agrandir le parc universitaire. Le nombre de nos écoliers et étudiants est en croissance constante et cela va continuer pour mieux connaître l'évolution de notre population et ses caractéristiques. Le 6e recensement général de la population et de l'habitat débutera dimanche prochain. À quoi serviront ces statistiques? Nous en saurons plus avec notre invité, comme pour celui de l'enseignement supérieur et de la rentrée scolaire. Nous terminerons avec ce rendez-vous phare que l'Algérie se prépare à accueillir, le sommet arabe prévu pour le 1er et le 2 novembre à Alger. Nous tenterons de comprendre les enjeux de ce 31e sommet. Mais tout d'abord, bien sûr, nous allons entamer notre émission avec la rentrée scolaire 2022. Nous accueillons sur ce plateau Madame Moualek Fatiha. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être ici. Vous êtes inspectrice centrale au ministère de l'Éducation nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur Khoulalin, bonsoir. Abdelwaheb, merci d'être ici avec nous. Vous êtes directeur central du soutien aux activités culturelles et sportives de l'action sociale au ministère de l'Éducation nationale. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, nous avons à peu près une vingtaine de minutes pour comprendre un peu tous les changements, toutes les nouveautés qui ont touché cette rentrée scolaire ce soir. D'abord, comment s'est passée cette première rentrée aujourd'hui? Oui, madame. Allez-y, madame Walek. Donc, je vais commencer par souhaiter une bonne année à tous nos enfants qui ont rejoint les bancs de l'école aujourd'hui. Et un grand merci à tout l'encadrement pédagogique et administratif et toute la famille éducative qui ont travaillé durant les 2 années de Covid et qui ont réussi le défi de la continuité pédagogique. Donc, pour la préparation de l'année de la rentrée scolaire, un dispositif a été mis en place par Monsieur le ministre de l'Éducation nationale pour le suivi, l'évaluation et la remédiation de tout ce qui concerne tous les dossiers concernant la préparation de la rentrée scolaire. Bien sûr, cette rentrée scolaire est caractérisée par beaucoup de nouveautés, à savoir donc déjà le retour à l'enseignement habituel. Voilà, habituel. L'intégration de l'enseignement de l'anglais au cycle primaire à partir de la 3e année. L'introduction de la filière art à partir de la 2e année secondaire. On va y arriver doucement. On va commencer d'abord par cette rentrée avec vous, M. Khoulalin. Un avis sur ce premier jour? Je dirais aussi, je souhaite une bonne rentrée à l'ensemble des élèves, de tous cycles confondus, et à l'ensemble de l'encadrement, aussi bien pédagogique qu'administratif, que de soutien, qui font beaucoup de travail pour faire en sorte que la scolarité de nos enfants se passe de la meilleure des façons. Plutôt, cette première journée s'est bien passée au niveau national, malgré un nombre important d'établissements. Nous comptons pratiquement 28 969 établissements au niveau national. Et 11 millions d'élèves. Pour 11 millions d'élèves encadrés par presque 1 million d'encadreurs. C'est beaucoup, mais les choses se passent plutôt bien parce qu'on y a travaillé tellement que les préparatifs ont été évalués à plusieurs étapes et une feuille de route a été tracée par Monsieur le ministre de l'Éducation à partir du mois de la fin du début juillet et il y a eu 2 conférences nationales qui ont été dédiées à la préparation de la rentrée scolaire, des DE, et il y avait beaucoup de nouveautés. On a passé au peigne fin les différents problèmes et les différentes thèmes et lacunes. On a remédié à l'ensemble des lacunes qui se présentaient pour cette rentrée scolaire
et malgré certaines insuffisances, pour un aussi grand nombre d'établissements et aussi grand nombre d'élèves, certainement qu'il y aurait des insuffisances, mais nous avons l'habitude en tant que secteur de relever le défi et d'être au rendez-vous pour faire en sorte que la scolarité de nos enfants passe avant tout. Alors déjà, cela se déroule loin des mesures très contraignantes de la pandémie, même si le dispositif sanitaire est toujours maintenu. Il y a quand même moins de pression. Il y a ce retour donc à cet enseignement normal. On revient un peu à la normalité des choses. Oui. Mais d'abord, on va commencer donc par ce défi qu'il fallait relever, par ce gros challenge. Je pense que c'est ça un peu qui a mis la pression. C'est l'introduction donc de l'anglais en 3e année primaire. Il a fallu former, il a fallu recruter, il a fallu élaborer des programmes. Aujourd'hui, on peut dire que tout est fin prêt et que l'enseignement de la langue anglaise peut débuter dans les meilleures conditions en 3e année de cycle primaire. Tout à fait, parce que tout s'est préparé en amont. Donc, le Conseil national des programmes, à travers son GSD, c'est-à-dire groupe spécialisé de discipline anglais, ont élaboré le programme de la 3e année, de la 3e AP. Le livre est prêt et disponible dans tous les établissements scolaires, du cycle primaire, pardon. La formation des enseignants, elle s'est préparée en 2 étapes. Donc la première, c'était la conception des modules de formation qui étaient au nombre de 7 et c'était des modules qui couvrent les 3 domaines de compétences, de développement de compétences de l'enseignant, à savoir la connaissance, la pratique et l'engagement professionnel. Ensuite, la 2e étape, c'était la formation de tous les inspecteurs du cycle moyen d'anglais, parce que ce sont eux qui vont qui ont pris en charge la formation des enseignants du 8 au 19 septembre passé. Donc tout est fin prêt. On va détailler sur la formation pour revenir un peu à l'élaboration des programmes. On va essayer de rassurer aujourd'hui tous les parents et tout le corps enseignant. Beaucoup craignent qu'il y ait eu de la précipitation et que ça va être compliqué un peu pour les enfants. Qu'avez-vous à dire sur Donc le projet de l'anglais, pour rassurer les parents et tous les téléspectateurs, c'est un projet auquel le ministère de l'Éducation a commencé à travailler depuis juillet 2021. Donc il y avait un travail de fond qui a été préparé, aussi bien comme l'a dit donc ça fait au moins une année, donc là on pense qu'il y a eu 2 mois seulement. Entre les préparatifs et la décision d'annonce, donc il a fallu monter un dossier concernant l'introduction de cette langue dans le cycle, à partir de quel niveau il fallait la commencer. Donc on a convenu que ça devait être à partir de la 3e année primaire. Quels sont les contenus pédagogiques, sur quoi sera axé l'enseignement de cette langue et comment l'articulation, quel est l'encadrement qui va l'assurer. Eh ben, toutes ces questions ont été fichées, élaborées et étudiées, et on a convenu que ça devait être des enseignants licenciés en anglais et des licenciés d'interprétariat de et vers l'anglais qui maîtrisaient cette langue, en même temps de donner le profil, quoi enseigner à ses élèves en si bas âge, en 3e année primaire, c'était d'aller vers un anglais de communication pour permettre à l'enfant des connaissances concernant son entourage et les éléments qu'il utilise, ses stylos, ses affaires scolaires, l'élémentaire, c'est beaucoup plus axé sur la communication et l'oralité, donc ces questions tranchées, plus comment recruter, le nombre qu'il fallait, etc. Le volume horaire a été défini à 1h30. Le dossier a été présenté à Monsieur le Président de la République par Monsieur le Ministre de l'Éducation, évidemment qui a été validé, vu sa consistance par lui-même. Donc, et Monsieur le Président de la République a annoncé l'introduction de cette langue. Donc, il y avait après des défis à faire. Les défis, c'était de trouver l'encadrement. Le ministère de l'Éducation a lancé l'opération de dépôt des dossiers à partir du début
août 2022. Alors je sais, on sait qu'il y a eu 5000 postes budgétaires qui ont été ouverts. 5357. Voilà, il y a le chiffre précis, donc 5357 enseignants contractuels qui ont été donc retenus. On a compris que vous cherchiez donc aujourd'hui des licenciés dans le domaine bien sûr de l'anglais, mais est-ce qu'aujourd'hui ils ont les outils pédagogiques nécessaires pour faire passer le message aux enfants? Justement, je rebondis sur la formation. Donc, je disais qu'on les a formés dans 7 modules de formation dans le but de les outiller pour acquérir les compétences de base pour l'enseignement de cette langue au primaire avec toutes les spécificités de ce cycle. Donc, si vous voulez, on peut parler un peu de ce qui a été, enfin, des modules dispensés durant la formation. La didactique de la langue anglaise, c'est pour s'imprégner des méthodes d'enseignement de cette langue. Le curriculum, donc le curriculum, c'est justement présenter les contenus du programme, les compétences visées, les finalités de l'enseignement de cette langue. Nous avons aussi la planification pour que l'enseignant soit formé à la planification d'une séquence d'apprentissage et d'évaluation. Nous les avons formés aussi sur les techniques de gestion de la classe, c'est-à-dire comment gérer l'espace, la communication et le temps dans sa classe. Aussi, un module très important, c'est la psychologie de l'enfant, parce que donc ils vont dans le cycle primaire, c'est des enfants de 8-9 ans. Donc là, un module de psychologie a été dispensé dans le but de leur faire connaître les niveaux et la structure mentale de l'enfant, bien sûr en tenant compte du cognitif, du psychomoteur et du psycho-affectif. Donc il y a aussi, on a aussi est-ce que cette durée, qui est quand même très limitée dans le temps, suffit pour que l'enseignant puisse acquérir tous ces outils? Ou est-ce qu'il y aura un accompagnement tout au long de l'année? Là, c'est une formation pour, comme je vous disais, pour acquérir les compétences de base pour enseigner l'anglais aux enfants de 8-9 ans. Maintenant, une fois, là, ils ont pris leur poste. Donc là, ils seront accompagnés par les inspecteurs d'anglais du moyen durant toute l'année pour justement un complément de formation pour les besoins identifiés chez ces enseignants-là. Donc des séminaires de formation, des journées, comme ça se passe avec tous les enseignants des autres matières. Très bien. Donc c'est pas fini. Voilà. Oui, il faudrait qu'il y ait une continuité dans la formation, une formation continue justement. Donc l'introduction de l'anglais chez nous débutait en première année du CEM, du moyen. Donc j'imagine que les programmes sont revus également à ce niveau-là pour les années à venir. Absolument, il doit y avoir une révision de tous les programmes. D'autant plus que ça a commencé en 3e année primaire, il y aura le programme pour la 4e année, 5e année. Forcément, les autres niveaux du moyen et du secondaire vont être changés graduellement en apportant ce qu'il faut pour les aménager avec les prérequis acquis par les enfants qui ont les élèves qui auraient eu de l'anglais au primaire. Oui. Alors on va passer à une autre nouveauté, c'est le retour dès cette année scolaire donc au système d'enseignement habituel dans tous les cycles d'enseignement selon les normes établies, l'abandon du système exceptionnel donc utilisé pendant la pandémie. Alors je vais vous poser une question, bonne ou mauvaise nouvelle pour nos élèves? On sait que ça avait quand même réglé une partie de la surcharge des classes, mais par contre le volume horaire était vraiment réduit, qu'ils n'ont pas pu finir leur programme. Comment va-t-on régler cette question ? Il faut dire que l'organisation pédagogique durant le Covid était une organisation exceptionnelle. Oui. Donc, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Les enfants n'avaient pas totalement les enseignements qu'il fallait. Oui. Il y avait allègement des programmes, il y avait sur beaucoup d'aspects révision de l'organisation pédagogique. Ce qui fait que du point de vue de l'horaire que imparti aux enseignements, il était réduit. L'enseignement était alterné par groupe, par demi-journée, par journée après alternée. Donc tout ça faisait que le volume horaire requis pour les différentes matières était réduit.
Donc, forcément, ça se répercute, même si du point de vue des apprentissages, il a fallu adapter la pédagogie avec laquelle on enseignait, en faisant en sorte que l'élève apprenait par ses méthodes et par ses choix propres, en lui donnant une liberté d'apprendre par lui-même. Et que les enseignements qu'il y avait en classe viennent pour consolider et pour un peu évaluer les acquis et mettre en pratique certains apprentissages qu'ils avaient. Et pourtant, aujourd'hui, c'est ce qu'on préconisait, un peu l'allègement des programmes. Est-ce qu'il n'y aurait pas des leçons à retenir de cette expérience et justement comment pallier un peu à la surcharge des classes, hein? Oui, forcément, il y a un chantier. Il y a un chantier qui devait être lancé là-dessus, mais justement, il y avait instruction de Monsieur le Président de la République pour dire qu'il fallait ne pas se lancer dans la précipitation, prendre le temps et la mesure en consultant tous les intervenants et tous les spécialistes pour faire en sorte que ces programmes-là soient pérennes et qu'il n'y ait pas d'erreur, que l'allègement soit adéquat, qu'il y ait la prise en charge de toutes les questions pédagogiques qui se posaient pour qu'il y ait une école performante et une école qui soit à la hauteur des aspirations de notre peuple et de notre grand pays. Alors, parmi les mesures décidées en vue justement d'alléger le poids du cartable figure la dotation de plus de 1600 écoles en tablettes électroniques. Hein. Donc finalement, le challenge a été aussi relevé de ce côté-là pour 1600 établissements. Ensuite, de l'utilisation d'un deuxième exemplaire du manuel scolaire Kitabi pour les 3, 4 et 5e années primaires. Effectivement, il y a eu donc dotation de 1629 établissements en tablette. Nous avons plusieurs dispositifs pour l'allègement du cartable. Nous avons le double du manuel qui reste à l'école, qui appartient à l'école. Bon, bien sûr, le poids du cartable concerne les 3e, 4e et 5e AP. Oui. Donc, il y a le double du manuel, donc je disais qui appartient à l'école. L'élève, il trouvera dans son casier, parce que les écoles seront dotées de casiers pour justement ranger ce manuel. L'élève trouvera en classe, dans son casier, les livres de son niveau. Et la tablette restera en classe également, j'imagine. Absolument. Oui, bien sûr, la tablette aussi. Nous avons, donc je disais, le double du manuel. Nous avons le livre numérique. Nous avons aussi la nomenclature des affaires scolaires qui a été communiquée aux parents à travers le bulletin du 3e trimestre, qui contenait une partie était réservée pour les résultats scolaires et une partie pour la nomenclature des affaires scolaires. Justement, on fait appel aux parents à respecter justement cette nomenclature, sinon ça ne sert à rien si on met, c'est-à-dire à respecter, à mettre dans le cartable de son enfant juste ce qu'il faut. Oui. Voilà, donc voilà. S'ils trouvent les casiers dans les écoles, cela ne devrait pas poser problème. C'est souvent sur ce point-là que il n'y a pas lieu de prendre ces affaires, il n'y a pas lieu de prendre les livres dans son cartable à l'école. Donc nous avons, l'élève, il a ses livres à la maison, il peut travailler dessus à la maison, et à l'école, il a aussi un jeu de livres. D'ailleurs, ces livres-là portent la mention Kitabi, pour montrer que, c'est-à-dire pour les différencier, voilà. Donc il n'y a pas lieu de prendre les manuels dans le cartable pour les enfants. Alors il nous reste peu de temps et encore deux questions un peu sur lesquelles j'aimerais revenir. Parmi les autres mesures pédagogiques, on n'en a pas entendu parler beaucoup et pourtant je trouve que cela mérite le détour. C'est l'introduction de la filière art pour les élèves de la 2e année de l'enseignement secondaire général et technologique. Ce sera composé d'un tronc commun, donc lettres. Absolument. Donc concernant c'est encore une décision du programme de Monsieur le Président de la République qui a décidé qu'il y ait un baccalauréat art. Oui. Donc de ce point de vue, on se professionnalise un peu dans les bacs. Il y avait pour tout simplement professionnaliser tous les métiers de l'art, parce que l'art, il a une fonction sociale, une fonction économique et une fonction artistique. Donc tout ça faisait qu'il fallait donner un caractère professionnel
à ces métiers de l'art. C'est pour ça qu'il fallait lancer cette filière des arts. Il y avait un concours, l'ouverture au niveau national des inscrits des élèves. Il y avait plus de 1000 élèves qui étaient inscrits au niveau national. Ça a été décidé qu'il y ait un lycée dédié à l'art, le lycée national des arts, qui est sous le nom de Ali Maachi. Donc la filière des arts allait être, devait commencer en deuxième année, deuxième AS. Donc la filière art est composée de 4 options. Donc l'option théâtre, l'option musique, l'option art plastique et l'option métier, de l'audiovisuel en général. Donc, il y avait une convention entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture pour faire en sorte que les matières qui nécessitaient un matériel particulier et des professionnels du secteur devaient être enseignés dans les instituts d'art au niveau qui appartiennent sous la tutelle du ministère de la Culture, et le reste des matières devait être assuré dans l'établissement. Donc c'est un mode avec internat. Il y a 166 élèves. Il y a donc 2 divisions pédagogiques par filière. Les élèves ont été donc l'opération a débuté cette année, c'est une opération pilote. La rentrée, ils l'ont faite hier, ils ont fait les inscriptions hier, et aujourd'hui ils ont eu les premiers cours comme l'ensemble des élèves du pays. Et c'est un régime avec internat où les élèves, les garçons sont hébergés et pris en charge au niveau du lycée des mathématiques avec donc dans les meilleures conditions. Les filles, quant à elles, sont en régime aussi d'internat au lycée Hasiba, donc en assurant le transport entre les lieux d'hébergement et le lieu, avec aujourd'hui le lancement de la demi-pension au niveau du lycée des arts, lycée Ali Maachi, et en même temps, donc au fur et à mesure, graduellement, il y a la construction des infrastructures d'hébergement sur place au niveau du lycée des arts. Donc cette filière a beaucoup à donner pour notre pays, pour faire en sorte que, sachant que l'art est l'identité d'un pays, donc c'est pour donner la meilleure image possible par le biais de nos artistes à travers le monde, pour que notre carte de visite soit portée par ces artistes-là, qui soient formés de la manière la plus saine et la plus complète possible. Vous pouvez en parler, hein, vous qui êtes un peu le directeur central du soutien aux activités culturelles et sportives. Et on sait combien ces activités manquent un peu dans nos écoles aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, s'ouvrir sur l'art, il faudrait, après que l'université puisse poursuivre et offrir des formations universitaires. On entamera ce débat dans la deuxième partie de l'émission. Alors, il reste un point sur lequel on va encore discuter. Alors, c'est cette annonce, après avoir annoncé sa suppression en novembre 2021, c'est le retour finalement de l'examen de 5e année, mais sous une nouvelle forme. Vous allez nous l'expliquer aujourd'hui. Alors, pourquoi aujourd'hui ce revirement? Pourquoi revenir à l'instauration de cet examen? Donc, c'est un examen pour c'est une évaluation des acquis des élèves. Donc l'élève va aller va aller dans un autre cycle, il va aller en première AM. Donc il est nécessaire c'est-à-dire d'identifier les besoins de cet élève. Les acquis des besoins en première AM, parce que les acquis seront identifiés à travers cet examen-là. Mais l'élève, quand il sera en première AM, donc l'enseignant qui le prendra en charge aura déjà, c'est-à-dire pris connaissance des besoins des besoins de cet élève-là en termes d'apprentissage. Donc, c'est un examen d'évaluation des acquis du cycle primaire. Alors, voilà. Pourquoi le remettre aujourd'hui quand on sait que l'inutilité pédagogique de cet examen, vu la pression psychologique imposée sur les élèves, avait été déterminée? Est-ce qu'il n'y aura pas encore cette pression, même s'il n'y aura pas de notation? C'est bien cela? Absolument. Donc, effectivement, l'examen de 5e il a été décrié par tout le monde. D'abord, il coûtait énormément au trésor public et à notre pays. Deuxièmement, il n'avait pas beaucoup de signification, sachant que 96% des élèves pratiquement entre le passage et l'examen donc passé en première AM de ce point de vue. Et en plus, il donnait une note quand vous avez un élève qui a 5 sur 10.
on n'a pas idée de quelles sont les compétences que maîtrise cet élève après le cycle primaire. Donc, l'examen qui va venir, ça sera un examen qui va déterminer quelles sont les compétences acquises par l'élève, parce que par rapport à toute cette période du primaire, pour pouvoir faire son suivi et sa remédiation et une approche, comment accompagner l'élève une fois qu'il est en première année moyenne pour remédier aux insuffisances qu'il aurait acquises et pour améliorer, pour le préparer au suivi de sa scolarité du mieux qu'il peut au niveau du moyen. Donc, tout en informant l'ensemble des parents que cet examen n'est pas noté, c'est un examen... Est-ce que le troisième trimestre n'aurait pas suffi à justement évaluer le niveau des élèves? Non, parce que le troisième trimestre, il va faire l'évaluation sur le trimestre. Là, c'est l'évaluation sur l'ensemble du cursus scolaire du primaire, de la première année primaire jusqu'à la 5e. Donc, c'est pour ça que cet examen vient pour savoir réellement quelles sont les compétences acquises par nos enfants dans les différents domaines. Est-ce qu'il sait écrire? Quelles sont les lacunes dans, par exemple, le calcul? Qu'est-ce qu'il a comme... Est-ce qu'il comprend ce qu'il lit? Est-ce qu'il écrit correctement? Est-ce que, comme ça, en première année moyenne, les enseignants, durant la première semaine, aux 15 jours, cibler, ils vont suppléer et ils vont remédier à ces insuffisances pour pouvoir préparer l'enfant à ce qu'ils soient au même standard et diapason que les autres élèves pour entamer la scolarité du moyen. Merci, messieurs, dames, d'avoir participé à ce débat et de nous avoir informés sur ces nouveautés qui vont toucher donc la rentrée scolaire 2022. Donc à retenir le retour de l'évaluation. Ce n'est plus l'examen, d'une évaluation pour la 5e année primaire en juin 2023. Donc c'est établi et c'est décidé. Absolument. Merci, Madame Walek Fatiha. Je rappelle que vous êtes inspectrice centrale au ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Khoulalen Abdelwaheb, directeur central de soutien aux activités culturelles et sportives de l'action sociale au ministère de l'Éducation nationale. Merci d'avoir été avec nous. Nous allons passer au deuxième débat, la rentrée universitaire qui s'est faite il y a moins d'une semaine, samedi dernier. Cette fois-ci, c'est près de 1 700 000 étudiants et étudiantes qui ont été accueillis dans les différents établissements universitaires du pays. On regarde ce sujet, on retrouve nos invités juste après. La rentrée universitaire 2022-2023 s'annonce différente cette année. Après 2 ans d'enseignement à distance dû à la crise sanitaire, les cours en présentiel reprennent. Une bonne nouvelle pour les étudiants qui sont contents de retrouver les bancs des amphithéâtres à nouveau. Le coup d'envoi a été donné à l'université Mustapha Stambouli de Mascara par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous aspirons à ce que l'université s'ouvre sur son environnement économique et social et que nos diplômés soient des citoyens innovateurs et créatifs. Plusieurs universités aux 4 coins du pays se sont renforcées avec l'introduction de nouvelles filières et l'ouverture de nouvelles spécialités, en plus de celles déjà assurées, comme la biologie de reproduction, les productions animales et végétales. La capacité d'accueil de cette faculté est de 2600 étudiants répartis sur les filières de biologie, agronomie et géologie. La rentrée 2022-2023 a été marquée par l'inscription d'1 700 000 étudiants répartis sur les nombreuses spécialités disponibles au sein des universités algériennes, ainsi que la création de 2100 postes pour les professeurs et les chercheurs. Dieu merci, j'ai obtenu mon bac et aujourd'hui je me suis inscrite en première année à la faculté de droit dans les meilleures conditions. J'en suis très ravie. Le projet, c'est un panneau solaire mobile. L'orientation le suiveur de soleil. Bon, le deuxième, on a une sonnette d'école programmable, ça veut dire que qui j'ai les heures définies, elles sont wahda. Le troisième projet, c'est un projet publicitaire.
En perspective de cette rentrée universitaire, de nouvelles infrastructures pédagogiques ont été inaugurées, comme c'est le cas à Médéa, afin de renforcer la capacité d'accueil du secteur de l'enseignement supérieur. La faculté des sciences est dotée de 3000 places pédagogiques, de même que pour la faculté de technologie. Nous disposons également de 22 laboratoires de recherche et d'un campus. Par ailleurs, 50 logements de fonction ont été distribués au profit des enseignants. La wilaya de Blida s'est également dotée d'une nouvelle université des sciences vétérinaires. Cette infrastructure permettra d'entamer la rentrée dans de bonnes conditions. Les systèmes de numérisation ont également été introduits au sein des administrations universitaires. L'exemple à l'université de Constantine, où une application est désormais utilisée pour les divers services administratifs, permettant de répondre aux besoins des étudiants. Cette application permet à l'administration de mieux gérer ses ressources qui sont au service de l'étudiant grâce à des statistiques et des chiffres exacts et en temps réel qui nous permettent de rester informés sur tout ce qui se passe dans le campus en permanence. Je suis de Mila et grâce à cette application, je n'aurai plus à me déplacer. Il me suffit d'accéder à la plateforme pour être informé des dernières actualités. J'ai même changé ma chambre dans la résidence universitaire grâce à cette application. C'est une application très utile, surtout qu'on peut facilement avoir des infos sur le versement de la bourse sur nos comptes sans avoir à se déplacer jusqu'à la poste. Tous les moyens humains et matériels ont été dispensés afin d'assurer les meilleures conditions d'enseignement et d'hébergement aux étudiants pour garantir un meilleur apprentissage et de bons résultats. Eh bien, rebonsoir, merci de nous rejoindre dans Question d'Actu. On retrouve notre deuxième invité, pour notre deuxième thème, vous êtes le troisième invité, Monsieur Akretch Djameldine. Vous êtes recteur de l'université de l'USTHB, des sciences et des technologies Ouali Boumediene. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors on le sait, la rentrée universitaire s'est faite samedi dernier, il y a quelques jours, le 17. Cela s'est passé comment d'abord ? Bon, effectivement, donc le 17 septembre, donc on a lancé, disons, l'année universitaire 2022-2023 officiellement à travers donc une cérémonie où il y a eu un cours inaugural qui a été présenté aux étudiants, aux enseignants et à tous les invités. Et bien sûr aussi, ça a été aussi le démarrage de certains cours concernant donc les étudiants de première année. Oui, et puis c'est fait surtout sans bavette. C'est un peu le retour à la normale dans nos universités. Oui, effectivement. Donc c'est la particularité de cette année, c'est-à-dire c'est le retour à la normale. Parce qu'effectivement, on a quand même passé 2 années de régime particulier, où donc il a fallu s'organiser, innover, même sur les méthodes d'enseignement. Donc et c'était un peu, disons, soudain. Donc il a fallu quand même, heureusement, d'ailleurs là je félicite, je remercie tous les enseignants, tous les étudiants, tous les travailleurs qui durant les 2 ans se sont quand même sacrifiés, ont fait l'effort pour que ces 2 années donc universitaires se passent vraiment d'une manière la plus calme possible. Alors aujourd'hui, c'est le retour progressif à la normale, le retour aux cours en présentiel et peut-être maintenir quelques cours en visioconférence. Est-ce qu'on va retenir une expérience de ce qu'on a vécu ? Comment cela s'est passé ? Est-ce que cela a pu aider l'université ou pas ? Oui. Cet enseignement à distance, peut-être qu'il fallait cette épidémie pour créer un déclic. Créer un déclic, parce qu'en fait, l'enseignement à distance, disons que ça fait quand même... Ça permet de numériser, de s'adapter un peu au numérique. Oui. Ça permet de numériser, ça permet aussi d'aider à gérer, les flux et les grands nombres d'étudiants. Ça aide beaucoup. Et puis disons que, bien sûr, nous sommes à l'ère de la technologie. Il faut donc profiter de cette technologie et l'utiliser le cas échéant. Alors, bien sûr, les 2 ans nous ont permis d'acquérir une expérience concernant l'enseignement à distance. D'ailleurs, au niveau de l'USTHB, nous avons utilisé des plateformes internationales reconnues telles que Webex, ensuite Google Meet, où donc les cours ont été dispensés de manière interactive, ce qui est quand même un avantage par rapport au cours qui est déposé sur une plateforme qui ensuite... Alors,
nos enseignants se sont formés, même les anciens, se sont quand même formés sur ces techniques. Les étudiants aussi ont appris à utiliser l'outil numérique. Pour eux, c'est même plus facile. Ils sont peut-être nouvelle génération. Voilà, par rapport au numérique. Et donc, toute cette expérience, nous allons quand même l'utiliser. Il y a un certain nombre de cours. Il y a eu une évaluation qui a été faite, finalement. Est-ce que cet apprentissage a porté ses fruits? Est-ce que, au niveau il n'y a pas eu de lacunes? Il n'y a pas eu de... Les lacunes, bon, oui. Vous savez, ça ne peut pas être ultra parfait. Sûr. Non, par rapport au cours en présentiel. Mais si, bon, non, on ne peut pas comparer le présentiel avec le cours à distance, mais disons que l'expérience qu'on a eue au niveau enseignement à distance, il y a eu, bon, on a démarré, disons, en 2020, bon, c'était quelque chose de nouveau. Bon, il y avait le confinement total aussi, il ne faut pas oublier. Au démarrage, donc, l'utilisation d'une plateforme, disons qu'elle profitait à une catégorie d'étudiants. Il y avait surtout le problème social. De disponibilité, bien sûr. Voilà, il y a des étudiants qui n'ont pas de micro. Il y a peut-être aussi le réseau aussi, il y a parfois, le réseau, dans certaines régions. Il y a aussi l'habitation. Enfin, il y a des étudiants qui n'ont pas de chambre. Voilà, il faut s'isoler. Et surtout quand il y avait un confinement assez strict durant les 6 premiers mois. Ensuite, ce qu'on a constaté, avec disons, l'allègement du confinement, nous avons quand même vu qu'il y avait une solidarité entre étudiants. Donc, il y avait des étudiants, surtout les délégués, donc, qui, disons, enregistraient les cours, les donnaient à leurs camarades. Et on commençait, disons, à s'habituer à ce type d'enseignement. Mais ça reste quand même précaire comme situation. Effectivement. Et puis bon, heureusement qu'on est passé quand même à un système de vague où il y avait quand même du présentiel. C'était une méthode hybride qui nous a permis quand même d'avoir une année universitaire, comme je le dis assez souvent, mieux que passable. Oui. Bon. Avec ce qui s'est passé, bien sûr. Alors, les défis dans lesquels s'inscrivent l'université algérienne, celui de la qualité et de l'employabilité. Aujourd'hui, nous devons former des étudiants capables d'entamer ou d'être tout de suite disponibles sur le terrain, d'être dans la pratique. On cherche à hisser l'université algérienne aux standards internationaux. On a commencé par les classements. L'université de l'USTHB a justement s'est distinguée en raflant la première place. C'est important aujourd'hui qu'il y ait cette évaluation constante, ces classements. Je pense que c'est quand même un stimulant pour d'abord tous les établissements universitaires parce que ce classement va permettre, disons, bon, c'est d'abord une évaluation globale, mais qui permet aussi, en fait, il y a à travers ça, il y a une auto-évaluation qui apparaît. Donc, quand on se dit, bon, si on est premier, d'accord. Moi, par exemple, bon, l'USTHB a été classé première, c'est vrai, mais quand même, j'étais pas très content par rapport au score. Et j'ai quand même exhorté, bon, tous mes collègues, le staff, etc., à corriger certaines lacunes. Bien sûr, faut toujours s'améliorer. Ça nous a permis de voir un peu ce qu'il faut améliorer, donc c'est quand même des challenges après à relever et aussi au niveau international, il faut avoir une visibilité également. Voilà, et puis aussi le niveau international, c'est ce qui nous intéresse maintenant. Même si on est premier au niveau national, il faut essayer de trouver donc les mécanismes pour aller plus loin. Alors on parle de créer une agence d'accréditation parmi les priorités du département qui devra, elle, assurer la qualité de la formation. On parle d'une agence indépendante. Comment cela va se passer ? Oui, en principe, donc, il y a une agence qu'on appellera une agence de la qualité donc, de la formation qui probablement donc, va auditer certaines formations, peut-être pas, je ne dis pas auditer les établissements, mais probablement surtout au niveau des formations. C'est bien d'avoir une agence comme ça externe, qui a un œil externe, qui pourra, disons, auditer les performances et puis même pour apporter les changements nécessaires. Voilà, parce qu'en fait les formations, quand on n'a pas aussi un œil externe, on peut pas évoluer et voir un peu ce qu'on a comme lacune. Et c'est à ce moment-là qu'on peut effectivement aller vers l'excellence. Il y a peut-être, quand l'agence peut auditer un certain nombre de formations, et peut-être parmi ces formations, elle peut détecter 2 ou 3 formations qui peuvent être vraiment émerger.
D'autres inutiles. D'autres, peut-être qu'il faudra fermer. Il faudra fermer, absolument. Voilà. Alors, nous avons accueilli sur ce plateau M. Djibrani Abdelhakim. Bonsoir, vous venez de nous rejoindre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des infrastructures au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, si je ne me trompe pas. Vous me corrigez, merci. Alors, vous allez intervenir un peu au niveau global, mais au niveau également des équipements et des infrastructures. Il y a eu cette rentrée universitaire, la réception de 45 000 nouvelles places pédagogiques à travers le pays, en plus de 20 000 lits, si je ne me trompe pas. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous le savez, comme chaque année, la préparation de la rentrée universitaire est un processus, je dirais, continu. Dès lors qu'on termine avec une rentrée universitaire, on lance le processus lié à la préparation de la rentrée qui suit. Alors, depuis le mois de novembre passé, nous avions conjugué nos efforts avec ceux de nos collègues du ministère chargé de l'Habitat. Vous savez que ce sont les services déconcentrés du ministère de l'Habitat qui réalisent pour nous les infrastructures pédagogiques et d'œuvres universitaires. Nous avions ciblé déjà au mois de novembre passé les infrastructures susceptibles d'être livrées, alors sur lesquelles nous avions mis l'accent, que ce soit en termes de moyens financiers, en termes de crédits de paiement nécessaires pour dynamiser les chantiers et pour maintenir un rythme ou une cadence de travaux qui permet de les réceptionner, mais aussi en termes de mise en place des dispositifs liés à leur équipement et à leur préparation pour être fonctionnels à la veille de la rentrée. C'est à ce titre que nous avions ciblé alors ces capacités que vous venez de citer, 45 000 places pédagogiques au niveau de quelques wilayas, mais aussi un peu plus de 20 000 lits d'hébergement. Il y a même des résidences universitaires, je pense, qui sont concernées également par une réhabilitation. Ça, c'est un autre volet. Oui. D'abord, j'ai parlé des nouvelles infrastructures. Ceci nous permet donc d'étendre un petit peu les capacités d'accueil du réseau universitaire qui s'étend actuellement sur 48 villes universitaires à un peu plus d'1 400 000 places pédagogiques, et en utilisant un petit peu le taux d'occupation, minimum de 1,2 ou presque même 1,5 pour la famille des sciences sociales, des sciences économiques et des lettres. Ces capacités permettent d'accueillir avec une grande aisance plus d'1 700 000 étudiants. C'est normal, ces capacités ne sont pas, réparties équitablement sur les villes universitaires. Ceci explique les quelques tensions qui restent enregistrées, notamment à Alger, vous comprenez. Presque 14% de la population estudiantine est inscrite à Alger, un grand nombre d'établissements universitaires. À Alger, 4 universités, une vingtaine d'écoles, et j'en passe. Mais globalement, et grâce à une circulaire d'orientation des étudiants maniable qui permet une mobilité en termes d'orientation, je dirais que l'opération d'orientation de cette année s'est déroulée dans de bonnes conditions. Alors, vous parliez des résidences à réhabiliter, tout à fait. C'est-à-dire qu'en parallèle avec la réalisation de nouvelles infrastructures, un programme de mise à niveau, de réfection, de réhabilitation des anciennes infrastructures, que ce soit pédagogique ou d'œuvre universitaire, nous mettons l'accent, vous comprenez, sur les conditions de vie des étudiants. Les étudiants ont besoin d'évoluer dans un environnement propice pour pouvoir s'adonner entièrement à la recherche, aux études. On sait dans quel état sont certaines de nos résidences. Exact. Le problème, c'est que cela dure dans le temps. Est-ce que ce n'est pas un problème de gestion? Comment réagir quand on réhabilite? Il faudrait que cela puisse durer aussi, que cela puisse rester dans des normes standards. Comment justement arriver à cela? Alors, il y a d'abord, la promotion de la culture de l'entretien, de la préservation et de l'entretien. C'est une culture que M. Akaretchi est là, il peut en témoigner, qui a du chemin à faire. C'est-à-dire que, d'abord, on ne préserve pas peut-être convenablement nos infrastructures. On entretient peut-être mal. Vous savez qu'un geste d'entretien qui peut être gratuit aujourd'hui, si on ne le fait pas, il peut engendrer des désordres,
l'ordre des dégâts qui coûteront 10 fois plus l'année prochaine. On revient toujours à ce problème de gratuité financière finalement et de prise en charge. L'étudiant doit jouer un rôle, mais il faudrait aussi une gestion plus ciblée pour ces résidences pour créer justement cet environnement propice aux études. Alors on parlait de qualité aujourd'hui, on vise ça aujourd'hui, le défi de l'université, c'est vraiment de se positionner au niveau national et international et puis de s'ouvrir au secteur économique. Je parlais d'employabilité, nous devons aussi faire en sorte que nos formations, que nos programmes, que nos diplômes universitaires puissent intéresser nos entreprises. Comment réagir là-dessus? Comment améliorer la qualité de nos diplômes? Oui, enfin, d'ailleurs, comme l'a dit dernièrement Monsieur le ministre, l'université doit être la locomotive du développement national. Et puis il a parlé aussi de revoir la carte de formation. Absolument. Parce qu'en fait, tout à l'heure, quand on a parlé de l'agence de qualité, donc on a dit que ça permettra d'auditer toutes les formations. Parce qu'en fait, c'est vrai que si on regarde toutes nos formations, il y a des formations, je dirais, qui sont obsolètes. Absolument. Obsolètes par rapport à... Donc, bon, c'est déjà un premier handicap pour l'employabilité quand on parle d'employabilité. Maintenant, pour l'employabilité, bien sûr, ce qui est important, c'est cette relation entre l'université et le secteur socio-économique qui l'entoure. Alors là, bon, c'est quand même une équation très complexe, qui peut fonctionner des fois sur certains points, parce que bon, nous à l'USTHB, on a quelques bonnes expériences avec certains partenaires où nous allons parce que assez souvent on entend on a signé une convention avec une entreprise. Bon, la signature de convention, d'accord, c'est bien, mais voilà. Il faut qu'il y ait quelque chose il faut qu'il y ait des livrables. Oui. Voilà, le problème, c'est ces livrables-là. On peut signer 200 conventions, 300 conventions, mais il n'y en a que 10 qui seront vraiment fructueuses. Alors, la signature d'une convention, si on la suit bien, et s'il y a vraiment des vis-à-vis de part et d'autre, c'est-à-dire qu'on a un groupe d'enseignants qui est en interface avec un groupe de responsables de l'entreprise, déjà c'est une bonne chose. Ensuite, il faut dès le début fixer les objectifs. Alors parmi les objectifs, il peut y avoir donc une nouvelle formation. Ça on l'a déjà fait au niveau de l'USTHB. On doit répondre aux besoins du marché économique par rapport également, aux besoins. Bien sûr. Parce que le besoin à ce moment-là, quand on crée par exemple, ce qu'on a fait, avec une entreprise, je l'ai déjà dit plusieurs fois, les programmes, on les a élaborés ensemble. C'est ça. Donc on a créé un master. Voilà. On a créé un master qui professionnalisant, avec les besoins de l'entreprise. Donc déjà, quand on fait les programmes ensemble, ça veut dire qu'on connaît les besoins de l'entreprise et l'entreprise sait ce qu'on peut lui donner. Voilà. C'est déjà un premier point. Il y a aussi l'aspect recherche qu'il faut développer. Parce que là, on peut créer des équipes mixtes, on peut cibler des problèmes de l'entreprise, parce qu'il y a certains problèmes que l'entreprise peut traiter à long terme, donc c'est des sujets de recherche. Et là, on va déjà, il faudrait que nos entreprises aussi créent des départements de recherche. D'ailleurs, c'est vrai que les failles sont un peu des deux côtés. Les deux ne jouent pas le jeu complètement. Qu'il y ait un peu le même niveau de part et d'autre. C'est ça, voilà. Vous voulez intervenir sur la question? Non, M. Djoubani, je sais que vous pouvez... Je voulais juste ajouter un mot-clé, maintenant l'ouverture. D'ailleurs, M. le ministre ne parle plus d'ouverture de l'université vers son environnement, mais plutôt de rapprochement. Il ne suffit plus, je dirais, de s'ouvrir et d'attendre l'autre venir. Maintenant, on doit y aller. Et vous avez bien dit, vous avez bien fait de parler du doctorat en entreprise. C'est un dispositif que le secteur compte mettre en place. L'arsenal, le texte juridique adéquat ou nécessaire est en cours de prise. Cela permettrait à l'université d'aller ou d'accompagner l'entreprise à créer son propre département de recherche-développement. Alors, il nous reste très peu de temps pour essayer d'arriver à débattre des autres thèmes. Aujourd'hui, on parle d'améliorer la qualité de la recherche scientifique. Il y a 42 incubateurs qui sont installés au niveau des universités. On cherche à encourager l'étudiant à créer de la recherche. C'est là que les incubateurs entrent en jeu. Ça a aidé
à améliorer la situation, à créer cette interface entre le secteur économique et l'université. Bon, je sais que vous êtes... Tout à fait. Non, c'est-à-dire que là c'est vrai que le lancement des incubateurs, c'est une autre vision de développement et d'employabilité. Quand on parle d'employabilité, parce que l'employabilité, d'abord, il y a un état d'esprit de l'étudiant qu'il faut changer. Parce que c'est vrai que dans les années 70-80, on rentrait à l'université, on choisissait une spécialité. C'était pour dire, voilà, donc je vais être employé par telle entreprise. Mais là, il faut que l'étudiant pense aussi à créer sa propre entreprise. Et c'est à travers ça que donc on a mis en place des incubateurs. Il y a donc des idées de projets qu'il faut donc supporter et donc incuber. Et à la fin, donc, il faut qu'il y ait des intéressés aussi derrière. Et puis il faut qu'il y ait aussi des banques ou des entreprises qui financent. Mais bien sûr. Parce que tout le problème est là. Oui. Bien sûr. Alors, on l'a compris. Aujourd'hui, on le sait aussi, les demandes des bacheliers s'orientent plus vers les spécialités technologiques. Vous parliez de déterminer certaines formations, d'en résilier d'autres qui ne sont plus d'actualité. On a été vers l'ouverture de 2 écoles l'an dernier. On pense à celle de l'agriculture maintenant. Il faut réellement penser maintenant à ce que nous avons besoin, à notre futur, et ça se passe dès maintenant. Exact. Donc il y a l'école sur l'agriculture. Oui, l'agriculture saharienne. Oui. Il y a 2 écoles sur l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux métiers. Voilà. Tout à fait. Il y a de nouveaux métiers qui se créent maintenant, donc il faut orienter les formations vers ces nouveaux métiers et vers ces besoins. Donc quand on parle sciences-technologies, d'ailleurs au niveau de l'USTHP, la plus grosse demande c'est vers l'informatique. C'est les métiers d'avenir. Parce que la numérisation, c'est l'actualité. Et d'ailleurs il y a eu aussi, on a réintroduit, ça aussi c'est important pour cette année, les formations d'ingénieurs. Oui, j'allais en dire. Voilà. Il y a eu une réforme de la formation, donc le système LMD a été touché, je pense, et la formation d'ingénieurs a été... Non, le système LMD, parce que le décret qui régit la formation supérieure est paru au mois de juin. En juin. Dans ce décret, autorise, permet aux universités cette fois de proposer des formations d'ingénieurs, tout en conservant la structure LMD. Il y a aussi une nouveauté pour le doctorat, pour le concours. Les ingénieurs maintenant peuvent passer le concours sans avoir recours au master. Donc ça c'est aussi. Ça répondait à une demande, ça répondait à un besoin. Pour la réhabilitation du diplôme d'ingénieur. Oui, en fait, c'était une demande d'avoir d'abord un diplôme qui se fait directement sur 5 ans, et puis pour avoir un diplôme qui a, disons, un caractère technologique plus prononcé. Professionnalisant, et puis même au point de vue volume horaire, c'est quand même plus consistant. Voilà. L'université va aussi vers la numérisation, c'est important. Très important même. Bien sûr. C'est très important même. Il y a des efforts qui ont été consentis par le ministère de l'Enseignement supérieur et puis à travers ces 2 dernières années qu'on a vécues, on sent qu'il y a quand même cette approche d'aller vers le numérique. Tout à fait. Le numérique d'abord dans les enseignements. L'expérience du Covid a fait que l'enseignement à distance, qui était un projet embryonnaire, a vu le jour, a connu quand même un essor formidable qui a permis donc de le consacrer par texte réglementaire. Donc c'est vrai qu'il y a encore des insuffisances, que ce soit sur le plan, je dirais, hard, en termes de moyens nécessaires pour sa mise en œuvre. Nous travaillons d'abord sur le dossier lié à la multiplication du débit au niveau des établissements universitaires par 10. Ceci faciliterait certainement le recours à ce mode de fonctionnement, mais nous travaillons aussi sur le plan pédagogique pour, dans le sens d'améliorer l'interactivité des cours dispensés sur les plateformes jusque-là existantes. La numérisation intervient aussi dans un domaine intéressant qui est la gouvernance dans toutes ses dimensions en termes de gestion, que ce soit des finances, des ressources humaines et j'en passe. Vous faites bien, vous me tendez la perche, mais on va conclure sur ça, nous n'avons malheureusement plus de temps. C'est une des priorités aujourd'hui du secteur, la qualité de la gouvernance des universités.
Oui, effectivement. Donc M. Djibrani a bien conclu, a bien introduit le concept, disons, par rapport déjà à la numérisation, puisque maintenant, nous sommes en train d'améliorer déjà l'utilisation de la plateforme Progress. La plateforme Progress, ce n'est plus une plateforme uniquement pour les inscriptions et autre chose. Elle gère, puisque nous avons des briques donc, qui gèrent le patrimoine, qui gèrent le personnel, qui gèrent... Et donc, on est en train quand même d'avancer pour que le chef d'établissement, après, bon, il a toutes les informations donc, sur cette plateforme, donc il peut à ce moment-là interagir directement. Ouais. Il faudrait qu'il ait aussi le pouvoir décisionnel le pouvoir donc décisionnel et puis même l'autonomie financière. L'autonomie financière et voilà, pour pouvoir gérer un peu son université. Merci messieurs, merci. Le temps nous est limité ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Et puis je vous souhaite une bonne année universitaire à vous ainsi qu'à tous nos étudiants. Je vous le disais dans le début de l'émission, l'Algérie vivra un événement de grande envergure ce 25 septembre. Il s'agit du 6e recensement général de la population et de l'habitat. La nouveauté de cette opération, c'est le recours aux technologies. On en parle justement de pointe par l'utilisation de tablettes numériques, ce qui facilitera ou qui donnera des données plus fiables et qui fera bien sûr un gain de temps considérable. On en parle dans la 3e partie de cette émission. L'Algérie s'apprête à vivre un événement phare dans le système national d'information statistique. Il s'agit du recensement général de la population et de l'habitat, RGPH, 6e du genre. Une opération de grande envergure nécessitant des moyens colossaux, humains et matériels, et pour laquelle une enveloppe de près de 5 milliards de dinars a été dégagée par l'État. Une préparation minutieuse et une organisation sans faille sont alors mises en place. Pour ce faire, la formation des formateurs demeure un élément clé dans la réussite de l'opération. 2467 formateurs ont été ainsi formés. Nous sommes appelés à fournir aux agents recenseurs et contrôleurs les éléments de base à respecter envers les ménages, car le contact entre agents recenseurs et citoyens est primordial dans la réussite de cette opération. تحسب لهذه العملية نقوم بعملية التكوين احنا في اليوم في عملية تكوين المكونين. Les cycles de formation ont débuté du 8 au 14 septembre dernier pour les enseignants de formation professionnelle. Nous leur dispensons les meilleures méthodes à appliquer lors du déroulement du recensement et décortiquons avec eux tout le contenu du questionnaire avec toutes les éventualités possibles. Je supervise la wilaya d'Alger. On est en train d'assurer la formation des formateurs qui vont former à leur tour les agents d'exécution qui sont formés d'agents recenseurs et de contrôleurs. Le déroulement va se dérouler du 25 au 9 octobre. Pour ce 6e RGPH, le recours pour la première fois aux technologies numériques à travers l'utilisation de tablettes électroniques équipées de puces SIM 4G demeure un bond qualitatif dans l'histoire du recensement en Algérie. 57 000 tablettes intelligentes sont ainsi mises à cet effet. L'avantage de l'opération donc plus précisée et plus rapide. Ces technologies de pointe permettront de faciliter l'opération de collecte des informations du recensement et d'exploiter les données avec la réduction des coûts et des délais de collecte et de traitement de ces informations. La liaison entre le recenseur et la base de données est assurée en temps réel avec une haute précision. Et la base de données. L'ampleur du défi du RGPH nécessite une parfaite coordination ainsi qu'une étroite coopération entre les différents acteurs et afin de parvenir à des résultats optimaux, un recensement pilote a déjà été effectué à travers le territoire national. 11 juillet, nous avons commencé les travaux de terrain, c'est juste après l'Aïd el-Kbir. Donc on a commencé les travaux de terrain, donc ça a duré 15 jours sur 10 communes, sur 11 communes réparties sur le territoire national. Ça nous a permis de tester le rendement, la compréhension des agents recenseurs. Nous avons pris le même profil des agents recenseurs qui vont être par la suite reconduits pour notre recensement, je dirais, grandeur nature. Et ça nous a permis de rectifier un petit peu, de peaufiner nos manuels de formation, notre programme de formation
d'information, les applications de saisie, les applications qui vont être utilisées justement sur les tablettes. Nous avons tiré les enseignements, nous avons corrigé un petit peu, nous avons affiné un petit peu la méthodologie d'approche et voilà pour être prêt pour le recensement grandeur nature. Placé sous le slogan « Recensons notre présent pour construire notre avenir », le RGPH revêt un caractère stratégique avec un impact socio-économique de taille en matière de vision futuriste pour le pays. L'avantage qu'on peut tirer, c'est qu'on peut élaborer des politiques publiques ciblées. C'est parce qu'on connaît les caractéristiques de telle localité par rapport à telle autre localité. S'il y a des équilibres, il peut y avoir des politiques en destination des régions qui sont un peu moins nanties que par rapport aux autres régions. Par exemple, si on parle par exemple de taux de pénétration du gaz de ville. Avec le recensement, on aura des taux de pénétration, des taux de raccordement par commune. Donc on saura là où il manque le taux de raccordement des logements aux eaux usées. On aura des indicateurs au niveau commune, même au niveau quartier. Donc ces indicateurs-là, comme ils sont au niveau local, donc ça permettra au pouvoir public d'avoir une visibilité sur chacun des points du territoire et de cette manière, on pourra élaborer des politiques publiques vraiment à destination des populations. Pour rappel, le premier RGPH en Algérie a eu lieu en 1966 et le dernier en date remonte à l'an 2008. Un grand changement s'est opéré depuis lors et il s'est avéré aujourd'hui plus que nécessaire de procéder à un nouvel RGPH dont l'aboutissement sera un outil efficace de planification dans les domaines socio-économiques et l'aménagement du territoire, profitant ainsi à tous les secteurs dans la définition future de leur politique. Et pour mieux comprendre justement à quoi servira ce recensement, nous accueillons sur ce plateau M. Youssef Bazizi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'Office national des statistiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors ce 6e recensement donc, débute dimanche prochain et où il sera procédé à la collecte des données de la population et du parc logement à travers tout le territoire national. Nous sommes à peu près 45 millions d'habitants. On aura le chiffre donc, précis d'ici la fin de l'année, donc après la fin de l'opération qui est d'ici 3 mois. C'est bien cela. Voilà. 7 décembre. Donc plus de 52 000 agents durant ce recensement ont été mobilisés, plus de 8 000 surveillants et près de 3 000 formateurs ont été également mobilisés. Cette année, la nouveauté pour cette fois-ci, c'est l'introduction des tablettes numériques, ce qui constituera un gain de temps considérable. Tout à fait, non seulement un gain de temps, mais un gain en fiabilité aussi. Oui. Parce que déjà pour le gain de temps, habituellement, quand nous travaillons avec des questionnaires papier. Donc, les agents recenseurs remplissaient ces questionnaires papier. Ensuite, nous les ramenions au niveau de l'Office national des statistiques, au niveau des 4 directions régionales de l'Office national des statistiques. Et là, nous recrutions des ateliers, des agents de saisie, une 50aine par région. Ces agents de saisie procédaient à la saisie des questionnaires sur ordinateur. Donc déjà ça, même sur le plan financier, il y a un coût derrière. Tout à fait, sur le plan financier et sur le plan temps surtout. Oui. Là, donc l'opération de transcription et l'opération de saisie se fait en même temps par l'agent recenseur dans le ménage. Et ça réduit le taux d'erreur également. Ça réduit donc la durée. Oui. Et le taux d'erreur, comment ça le réduit? C'est qu'en arrière-plan de la tablette qu'on donne aux agents recenseurs, nous avons introduit des programmes de contrôle. Parce qu'il peut arriver qu'il y ait des incohérences dans les déclarations ou bien des erreurs de transcription de la part de l'agent de saisie. Et à ce moment-là, quand il y a des incohérences, la tablette affiche un message d'erreur disant qu'il y a une contradiction entre telle réponse et telle réponse. Et à ce moment-là, l'agent recenseur, il ne peut pas avancer jusqu'à ce qu'il lève cette incohérence-là. Peut-être que c'est une incompréhension dans la manière de poser la question. Peut-être que le recensé n'a pas bien compris la question. Peut-être que c'est l'agent recenseur qui ne l'a pas bien expliqué. À ce moment-là, il précise sa question. Peut-être il peut arriver que ce soit une erreur de transcription aussi sur la tablette. Et à ce moment-là, il ne pourra continuer que quand il aura levé
cette incohérence-là. Donc ces incohérences qui, par le passé, nous parvenaient jusqu'à l'ONS et nous faisait perdre du temps. Voilà, nous les découvrions au moment de l'analyse. Et parfois, c'est un peu compliqué de procéder à la correction. Mais maintenant, donc, comme l'erreur apparaît pendant l'interview, donc on a les gens avec qui on précisera les choses pour lever ces incohérences-là. Alors, les données de ces recensements seront utilisées pour quels besoins? À quoi servira ce recensement? Comment ces données peuvent-elles être utilisées par nos politiques? La principale différence entre les données du recensement et les données des autres sources, particulièrement celles qui sont obtenues sur la base d'enquêtes par sondage, c'est que le recensement donne des informations, donne des indicateurs au niveau le plus fin. On ne se limite pas, comme quand on travaille avec des enquêtes au sondage, à des indicateurs au niveau macroéconomique. On se faisait sentir. Donc c'est là qu'entrera après la seconde phase, celle de l'évaluation, la mise en place du suivi, l'évaluation des politiques publiques, donc au niveau national et local, et puis interagir également sur l'habitat, puisqu'il s'agit également de l'habitat, de savoir où on en est, les populations dans le besoin, et à partir de là d'élaborer des stratégies en conséquence. Tout à fait. Donc il y a deux grands volets dans le questionnaire sur le recensement. Il y a un volet habitat, il y a un volet population. Et le fait d'avoir ces deux volets-là, donc on peut faire des interconnexions lors de l'analyse en termes par exemple, de taux d'occupation par logement, de taux d'occupation par pièce. Et là, le fait d'avoir des indicateurs au niveau local, on peut mettre en évidence les déséquilibres éventuels. Et de ce fait, il pourrait y avoir des politiques de ciblage de population, j'allais dire, moins favorisées que d'autres. À ce moment-là, ça participe de la prise de décision. Alors, il sera question de procéder à la collecte de renseignements à caractère social, démographique, économique de chaque membre de famille. Alors, les informations sur les déplacements, l'emploi, le mariage, cela concerne un peu la situation familiale. Est-ce que tout le monde est obligé de répondre à ces questions, à ce recensement ? Oui, tout le monde répond en général. Il n'y a pas de problème particulier. Une coopération de la part de la population. Oui, souvent, nous avons de la coopération de la part de l'ensemble des ménages, même quand il s'agit de questionnaires avec des questions beaucoup plus sensibles que ça. En vérité, dans le recensement, les questions elles sont très anodines. C'est des questions liées au logement, le raccordement au gaz, à l'électricité, au réseau d'égout, le nombre de pièces. C'est anodin comme question. Et les questions relatives à la population, c'est l'âge, la situation matrimoniale, le niveau d'instruction, le rapport à l'activité, chômeurs occupés, travailleurs retraités, etc. Donc c'est des questions très simples. C'est-à-dire le ménage, je ne vois pas, c'est-à-dire des raisons qui le pousseraient à ne pas coopérer, à ne pas répondre. Et en plus, ces informations qui seront collectées seront sous le sceau de la confidentialité. Personne n'aura accès à ces informations-là. Et ni les impôts, ni les autres institutions, personne n'aura accès à ces informations-là. Même l'ONS n'a pas le droit de traiter de ces informations individuellement. On ne pourra pas dire tel ménage a telle ou telle chose, ou bien tel individu a telle ou telle caractéristique. Le traitement produira des indicateurs au niveau global, au niveau national, au niveau wilaya, au niveau commune, au niveau de catégories de population. C'est tout. On n'ira pas au niveau individu ou bien au niveau ménage. Alors, l'Algérie a enregistré un grand changement dans sa composante de population. Ces données permettront de donner plus de précision sur l'évolution de la famille algérienne, du vieillissement de notre population. On parle souvent de 70% de jeunes dans notre pays, sur l'emploi, la composition, la répartition dans les villes. Est-ce qu'on pourra avancer sur ces données et agir, comme je le disais tout à l'heure, en conséquence et les prendre en charge ces franges de la société?
Tout à fait. Se projeter aussi dans l'avenir, parce qu'on vieillit également. L'information est très détaillée dans le recensement, elle est très détaillée et elle est produite à un niveau le plus fin. Vous avez parlé de la structure par âge, il y aura une structure par âge détaillée même. On va construire ce qu'on appelle la pyramide des sages. Annuellement, entre deux recensements, nous procédons à des estimations de population sur la base de données administratives, de données de l'état civil. Nous produisons des informations liées à la démographie algérienne sur la base d'un certain nombre d'hypothèses. Des fois, nous prenons des hypothèses qui, avec le temps, peuvent être un peu dépassées. Donc, même nos estimations, elles peuvent être un peu en décalage par rapport à la réalité. Et au moment de la réalisation du recensement, on revoit toutes les hypothèses sur la base desquelles nous travaillons durant la dernière décennie. Et on reprend d'autres hypothèses pour lancer d'autres estimations et éventuellement d'autres projections de population sur de nouvelles bases. Alors ce recensement peut également être un outil de planification dans les domaines socio-économiques et également d'aménagement du territoire. On peut aussi, les entreprises peuvent en bénéficier, savoir où s'implanter selon la répartition dans les villes, selon le nombre de la population. Cela peut aider également le secteur économique. Tout à fait. Le fait d'avoir les deux volets habitat et population, ça nous permet déjà de faire de la planification en termes d'aménagement du territoire. Le schéma national d'aménagement du territoire pourrait être actualisé sur la base des données de ce nouveau recensement. Et par ailleurs aussi, nous aurons la situation par rapport à l'activité de l'ensemble de la population. Éventuellement, nous aurons les bassins d'emploi, les espaces où il y a une densité de chômeurs. De cette façon-là, quand nous aurons l'ensemble de ces indicateurs-là au niveau le plus fin, ça pourrait aider que ce soit les pouvoirs publics pour la mise en place de politiques ciblées ou bien même les opérateurs pour essayer d'identifier des zones d'opportunité pour les investissements. Oui, alors je terminerai juste sur ça. Ce 6e recensement revêt également un caractère stratégique et international dans le sens où il mettra en avant les efforts consentis de l'Algérie et les résultats pratiques des réformes initiées par l'État, notamment dans le cadre de l'exécution de ses engagements internationaux, à l'instar des objectifs du développement durable. Tout à fait. Il y a beaucoup d'indicateurs liés aux objectifs de développement durable qui pourront être produits dans le cadre de ce recensement-là. Et la dimension la plus importante dans le recensement, c'est que dans les recommandations des Nations Unies, de la Commission des statistiques des Nations Unies en matière d'objectifs de développement durable, il y a une exigence de désagrégation. Avec le recensement, on peut procéder à des désagrégations au niveau territorial, ce que nous ne pouvions pas faire avec les enquêtes que nous faisions au sondage. Donc c'est une source d'information qui pourra nous permettre de répondre un peu aux engagements de l'Algérie en matière d'agenda 2030. Merci. Merci, Monsieur Youssef Bazizi, d'avoir répondu à toutes ces questions. Donc on rappellera à la population, tout le monde, qu'à partir de dimanche, des agents du recensement vont toquer à leur porte pour relever toutes ces informations. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci. Nous passons au dernier thème de cette émission. Nous sommes à la veille de la tenue du 31e sommet arabe, un rendez-vous auquel l'Algérie se prépare pour garantir le succès de ce rendez-vous. On en parle dans ce sujet, on revient juste après pour en parler plus en détail avec notre invité. Voilà, et bien nous entamons directement le débat avec monsieur Mohamed Aïchoubi. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez de nous rejoindre. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes analyste international, académicien et vous étiez ambassadeur. Merci d'être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, avant d'entrer dans les détails de ce 31e sommet arabe, il s'agit d'amorcer à la faveur de cette rencontre un départ pour l'action arabe commune. C'est ce qu'on veut derrière, tout en rappelant une position immuable, celle de l'accès au peuple palestinien et à ses droits imperceptibles. Mais d'abord, on va essayer de comprendre le contexte géostratégique dans lequel évolue la sphère arabe pour comprendre mieux les enjeux qui l'entourent, Monsieur Laïchoubi. Vous avez totalement raison. La problématique
des pays arabes nécessite manifestement une vision un peu globale, mais surtout les enjeux. Quand on comprend les enjeux géostratégiques, il y a un ensemble d'éléments qu'on lit mieux. Et je donne un exemple. C'est un des rares espaces. Je pense que les grands stratèges estiment que l'espace arabe est l'espace géostratégique le plus important de la planète. Pourquoi ? Parce que d'abord, il se situe en contact avec 3 continents. L'Afrique, l'Europe et l'Asie. Mais il ne se contente pas d'être en contact. Il a dans l'économie mondiale l'intégralité des grands flux commerciaux ou des grands flux énergétiques passent par ce monde-là à travers les mers. Ouais. Et dans les grandes compétitions des grandes puissances, la géostratégie des mers joue un élément important pour qu'un grand pays concurrence un autre. Par exemple, les États-Unis vis-à-vis de la Russie, et ils vont essayer de maîtriser le canal de Suez. Ils vont maîtriser Bab el-Mandeb. Ils vont maîtriser Hormuz avec l'Iran. C'est un passage maritime stratégique. Absolument fondamental. Et ils vont mettre des bases. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent contrôler le commerce mondial pour s'assurer que l'autre puissance ne puisse pas avoir l'intégralité des libertés. Et puis, en cas de guerre, pas des guerres nucléaires, parce que là, on ne s'y engage pas aussi facilement. Par contre, les autres guerres, comme celle à laquelle on assiste en ce moment en Ukraine et autres, procèdent de cet élément. Les Russes, quand ils ont voulu, ils occupent l'Ukraine, ils ont une vision stratégique, ils estiment que leur architecture de sécurité est menacée, ils récupèrent la Crimée pour fermer la mer d'Azov, pour avoir la mer Noire et accéder à la mer Méditerranée. Le monde arabe, si vous voulez, a des avantages. Il a l'avantage d'être en endroit géostratégique majeur. Il a l'autre avantage, c'est qu'il est le plus grand contributeur en production énergétique, puisque 58% de tout ce qui est hydrocarbures, pétrole, de la planète sont des pays arabes. Ça donne un peu l'équivalent de 681 milliards, avec un potentiel de 300 milliards. Pour le gaz, c'est 30%. Cela veut dire quoi ? Ça veut dire que pour des décennies encore, l'acteur arabe est un acteur majeur en énergie. Et ça, c'est un avantage, mais aussi un inconvénient. Parce que ça veut dire que les grandes puissances vont essayer de contrôler, les grandes puissances vont essayer de modifier, d'où le grand GMO, d'où et les guerres, parce qu'on va y revenir. Mais avant de parler des guerres, parce que l'espace arabe est aussi victime de son côté stratégique, de son positionnement. Alors pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui de rassembler les nations et les efforts arabes, surtout dans le contexte que vous décrivez ? Oui, alors bien sûr on a dit l'étendue des terres, on a parlé de la puissance financière, on a parlé de la capacité de prospective. Mais en même temps, tout le monde sait maintenant, c'est devenu au niveau des auditeurs, les guerres maintenant pénètrent, la télévision donne des analyses, tout le monde assiste et donc on comprend qu'il y a des grands enjeux. Ça veut dire qu'il y a un bouleversement, l'ancien ordre qui était sur les 60-70 dernières années est en train d'être bouleversée et nous allons une recomposition. Nous assistons déjà. Souvenez-vous, la guerre d'Irak a fractionné la partie kurde, la partie sunnite, la partie chiite. Ça veut dire que les grandes puissances fractionnent des pays, soumettent d'autres à leur volonté, soumettent d'autres à leur ordre économique ou financier. Et les pays arabes... Cela intervient depuis quelques années déjà, et ce n'est pas seulement à cause du conflit en Ukraine. Mais prenez les pays arabes. Ils sont, en fait, quand vous êtes stratège et que vous analysez leur positionnement, vous vous apercevez que l'un a choisi une géopolitique de rapprochement avec l'Occident, parce qu'ils ont une capacité financière et l'Occident libéral leur permet de placer leur argent, de le fructifier. J'allais dire, c'est tout à fait normal. D'autres font d'autres choix, de compter sur l'économie publique, de compter. En économie, les choix sont libres. En géopolitique, la même chose. Les uns se rapprochent de la Russie, les autres se rapprochent des États-Unis, les autres estiment qu'ils n'ont à se rapprocher ni de l'un ni de l'autre, ils ont à gagner en autonomie. Mais l'avenir dicte d'ores et déjà qu'il y a des changements.
qu'on peut percevoir ou qu'on peut ne pas percevoir. Prenez l'exemple de l'Arabie saoudite, qui était totalement alignée à l'espace occidental et qui, à l'intérieur de l'OPEP, intelligemment collabore notamment avec la Russie. Cela veut dire que le changement qui vient, si certains le projettent et l'identifient, d'autres ne l'identifient pas. Et donc l'espace arabe... comme ça, comme dans l'espace de l'OPEP, c'est ça? L'espace arabe a intérêt à les changements qui viennent à peser, même si vous avez fait un choix de géopolitique, si vous avez fait un choix d'approche économique, il n'en demeure pas moins que pour le nouveau monde qui vient, vous avez intérêt à peser, vous avez intérêt à avoir une capacité de réponse et de préservation. Regardez, on a eu l'espace arabe, on connaît la guerre d'Irak 2 fois. La guerre de Syrie, la guerre de Libye, les guerres au Soudan, et j'en passe, y compris au Sahara occidental. Cela veut dire que c'est un espace où l'intervention, où l'ingérence est constamment de mise. Et donc le monde qui vient nécessite que l'espace arabe, quelle que soit sa diversité, pas besoin de standardiser l'intégralité du monde arabe et qu'il soit sur la même ligne économique. Non, à mon sens... Il faudra relever ces différences, justement, pour une action commune. Voilà. Au-delà des différences, il faut avoir, comme l'Algérie là, une position intelligente. Et si vous voulez, c'est un peu l'épine dorsale, c'est un peu la démarche structurée de la diplomatie algérienne, c'est dire, au-delà des divergences que l'on peut comprendre, des choix économiques et autres, le changement qui vient, nous ne devons pas le subir de façon désastreuse, c'est-à-dire avec des frontières remodelées, avec des populations chassées, avec des guerres et des victimes comme en Libye, etc. Et donc ce sommet, son enjeu, c'est d'avoir une intelligence de lecture d'avenir, absolument. C'est comment nous rapprocher, comment créer au moins une vision un peu globale, parce que les Européens ne sont pas sur la même ligne tous, dans leur choix. À l'intérieur même des États-Unis, les différents États ne sont... Alors il faudrait que les pays arabes, de la Ligue arabe, puissent faire une progression et que les questions géostratégiques, on puisse en discuter et unifier un peu les positions. Et puis la Palestine... Alors justement, avant d'arriver à la Palestine, M. Laïchoubi, la démarche d'Algérie confirme encore une fois son rôle historique et son souci de remettre un peu les choses en ordre et permettre ainsi de conforter la position arabe. Une position dont le rôle a un peu reculé ces dernières années. Pardon ? Une position du monde arabe qui a un peu reculé ces dernières années, qui n'a pas su forcément s'imposer comme vous le définissez. Oui, c'est-à-dire si je cède à une vision du monde. La vision du monde, c'est quoi? Je suis puissant, je domine, c'est moi qui dicte les frontières, c'est moi qui dicte votre démarche économique, et je vous sanctionne si vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. Et vous prenez en l'occurrence la Palestine, je vais m'étendre sur le territoire, je vais ouvrir de nouvelles colonies, je vais. Mais ça est une démarche qui concerne la Palestine, mais qui ne concerne pas que la Palestine. Ce monde des dominants qui écrasent les autres est un monde que vous allez à un moment ou un autre affronter. Cela impactait un peu la situation de la Palestine. Les pays arabes, les pays des BRICS aussi. Donc les pays arabes devraient, à mon sens, avoir cette vision un peu stratégique qui leur permet de se prémunir contre les dangers qui viennent. Et les dangers sont là. Et le sommet arabe d'Alger, qui, à mon sens, sera, je l'espère, succès, apporte cette intelligence, cette démarche, cette vision, parce que sinon, on ne peut plus continuer, parce qu'il y a... Regardez, le monde arabe est un des espaces qui a le plus souffert quand vous faites l'addition des grèves, vous faites l'addition des modifications frontalières, vous faites l'addition des occupations militaires. Et donc, il faudrait... Ça permet à subir les changements, à être impacté justement par cette recomposition. Et les stratèges appellent ça un espace mou, parce qu'il n'a pas une capacité militaire de dissuasion de se défendre. Alors, au moins, avoir une capacité
collective. Voilà. Alors, vous parlez de la Palestine, hein, il sera au cœur du sujet de ce 31e sommet, bien sûr. Le président palestinien a été le premier à avoir été invité, toute une symbolique, bien sûr. On sait que ça nous tient à cœur, que c'est une question fondamentale chez nous. La réconciliation palestinienne aussi est en marche. Plus de 15 ans d'opposition et de blocage de tout progrès dans la cause palestinienne. Le Hamas, le Fatah, ainsi que plusieurs autres mouvements seront réunis en Algérie juste avant la tenue du sommet de la Ligue des États arabes. Il est prévu donc le 1er 2 novembre, une date symbolique également pour nous Algériens. On comprend là aussi une fois le rôle que veut tenir l'Algérie de réconciliatrice. C'est valable partout ailleurs. Face à la prédation, j'allais dire, face aux convoitises, si les acteurs politiques intérieurs ne sont pas unifiés et s'ils ne se rassemblent pas autour de l'intérêt de leur pays, on a parlé tout à l'heure de l'intérêt du collectif des pays arabes. C'est la même démarche à l'intérieur des pays, à l'intérieur des nations. Et l'Algérie a cette philosophie depuis très, très longtemps, couplée d'une philosophie du non-alignement. Oui. Ça veut dire que les compétitions, les intérêts de grandes puissances ne recoupent pas nécessairement nos intérêts. Et nous n'avons pas vocation à être parrainés ou être sous n'importe quel tutorat, ni de l'un ni de l'autre. Ce qu'on a vu aussi, qui a touché certains États arabes également. Bien sûr, qui ont fait des choix de tutorat et qui hypothèquent l'avenir de leur pays, parce que du coup, vos choix économiques sont sous tutelle, vos devenirs sont sous tutelle, vous pouvez être sanctionné, ne pas être sanctionné, on les connaît, et les pays, et on a vu que s'allier à tel pays, pas s'allier, mais se mettre sous le tutorat, ne vous met pas à l'abri du tout. Par contre, quand vous avez une velléité d'économie d'autonomie, comme là l'Afrique du Sud, comme là l'Algérie, comme l'ont un certain nombre de pays, il est clair que le chemin est certes difficile, parce que vous affrontez des puissances qui demandent de vous aligner, qui font pression. Mais néanmoins, l'enjeu, c'est l'intérêt de votre population, de votre société. Et là, il est bien compris. Vous pouvez mobiliser les acteurs sur l'intérêt stratégique d'un pays. Mais mobiliser des acteurs en disant « moi, j'ai un tuteur et nous allons gérer les intérêts de notre tuteur », vous ne mobiliserez pas votre société et vous ne projetterez pas l'avenir de votre jeunesse. Vous ne pouvez. C'est des défis. Et on sait combien la vie aujourd'hui de la population est importante. Bien sûr. Les défis, quand ils sont clairs, quand ils sont transparents, le jeune, la société y adhère. Mais si votre seul défi, c'est de, entre guillemets, vous mettre à l'abri, en réalité, vous ne vous mettez pas à l'abri. Parce que quand on étudie l'histoire, vous avez des pays, ils ont envoyé des contingents militaires au Katanga, ils ont envoyé des contingents militaires en Irak, c'est-à-dire leurs citoyens. Pourquoi est-ce que j'envoierais, moi, des contingents militaires pour asseoir l'intérêt d'une grande puissance et en plus sans aucun retour? Non, la vision, c'est la vision de l'Algérie, à mon sens, c'est le partenariat. C'est de dire que les relations internationales auxquelles on croit sont des relations de respect, et puis les uns et les autres doivent avancer sur leur intérêt. C'est en tous les cas ce qui, à mon sens, va être dit au sommet arabe. Mais déjà, il y a une progression, on l'a dit tout à l'heure, à l'intérieur de l'OPEP, tout ce qui était un alignement. Voilà, c'est-à-dire que beaucoup de pays arabes ont une vision de souplesse, ont une vision d'intelligence et perçoivent l'élément de l'avenir, parce qu'ils perçoivent même les fausses alliances, les alliances qui ne durent pas, les retournements d'alliances. Maintenant, les stratèges arabes d'un certain nombre de pays se rendent compte, parce qu'ils ont tiré des conclusions. Et donc, à mon sens, tout cela va aider les pays arabes à mieux progresser et à tenter d'asseoir une autonomie pour peser sur les grandes transformations mondiales qui viennent. Alors espérons que ce sommet d'Alger sortira avec ces conclusions que vous venez de nous donner. Je rappelle qu'il se tient le 1er et le 2 novembre à Alger, parallèlement à la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération. Le président de la République a envoyé plus d'une quinzaine d'invitations aux chefs d'État. Oui, la diplomatie, le président était lui-même extrêmement actif. La diplomatie algérienne a été active et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sa vision et sa démarche est réellement une démarche intelligente. Bien, espérons que la vision de l'Algérie trouvera preneur à ce 31e sommet d'Alger, qu'une action commune et de cohésion puisse
Les pays arabes n'ont pas, à mon sens, intérêt à rater ou à ne pas réussir ce sommet parce qu'il vient à un moment géopolitique majeur ou de grands changements dans le monde qu'on ne maîtrise pas en totalité. Et vous voyez les affrontements dans les conflits qui prennent une amplitude et qui opposent maintenant quasi directement, quasi de façon indirecte, mais quasi directement les grandes puissances. Donc nous avons intérêt à nous mettre à l'abri avec au moins une cohésion sur les grandes questions géostratégiques. On peut dire que c'est une chance aussi dans ce contexte pour que ce 31e sommet aboutisse à ces résultats, vu le contexte mondial que vous avez décrivé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est indispensable d'aller vers une action commune, de cohésion, de réunifier les rangs des États arabes. Je pense qu'il y a une plus grande maturité. Pourquoi ? Parce qu'il y a une accélération, les compétitions sont exacerbées, les conflits se multiplient, leur impact négatif est là devant les yeux des uns et des autres. Les gens savent quel était le dessein. Il y a des atouts majeurs sur lesquels les pays arabes peuvent jouer. Mais il y a des alliés qui ont failli être victimes de leurs propres alliés sur les fractionnements des pays. Et ça, les différents gouvernants, notamment arabes, le savent. Bon, la marge de manœuvre est souvent étroite, mais à mon sens, l'idéal, c'est de dissocier la démarche libérale économique. On peut l'avoir, on peut avoir des penchants géopolitiques, il n'y a aucun problème, mais au final, savoir qu'il y a des intérêts géostratégiques et les pays arabes ont intérêt. Et je vous l'ai dit, les premiers pas, c'est l'OPEP. L'OPEP qui a pris un virage, un tournant avec tout le monde arrive à accorder ses virements avec les Russes et les autres pays. Donc on peut gérer son intérêt, avoir une proximité géopolitique, mais avoir une question, une vision géostratégique pour dire, comme on dit dans l'adage populaire, ne jamais insulter l'avenir, les retournements de situation. Il ne faut pas en être victime, mais au contraire, il faut en être bénéficiaire. Merci. Sur ces paroles, on va conclure cette émission. Monsieur Mohamed Laïchoubi, merci d'avoir été ce soir avec nous et nous avoir éclairé justement sur la position stratégique des États arabes aujourd'hui, de la portée des enjeux qu'aura ce 31e sommet arabe qui se tiendra le 1er et le 2 novembre prochain. C'est moi qui vous remercie et puis mes salutations à tous vos auditeurs. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention pendant ces 90 minutes. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt sur Canal Algérie, mercredi prochain, même heure, à 21h en direct. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.